Eh bien, il est 11h10, on va pouvoir commencer la troisième et avant-dernière session de ce matin avec Cyber Reason, représenté par Jean-Baptiste Guglielmine, ici présent, et qui va nous présenter une simulation d'attaque Ransom Ops contre XDR. C'est à vous, je vous laisse la parole. Donc bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Guglielmine de Cyber Reason. Je suis ingénieur avant-vente senior. Donc l'idée aujourd'hui, dans les 30 prochaines minutes, c'est vous de présenter un petit peu Cyber Reason, de vous dérouler une attaque réelle, avant aussi de vous montrer un petit peu les tendances sur 2022 qu'on peut constater chez les clients. Et enfin, voir l'opération défensive, donc montrer l'attaque, mais aussi comment on va être capable de répondre à ce qui se passe. Donc très rapidement, pour présenter Cyber Reason, donc on est une société créée en 2012 par 3 personnes qui étaient plutôt du monde offensif, donc plutôt du côté attaquant, et ils attaquaient pour une armée. Donc ils savaient que définitivement, à un moment donné, ils allaient pouvoir pénétrer un réseau. Il suffisait juste de temps et de moyens pour y arriver. Quand ils sont sortis de l'armée, en fait, ils ont eu l'idée de créer un produit qui était capable de détecter ce que eux faisaient quand ils étaient dans l'armée. Donc ça a donné naissance à Cyber Reason. Aujourd'hui, donc un peu plus de 1300 employés à travers le monde, des déploiements de toute taille avec des très gros déploiements à plus de 500 000 endpoints, une présence mondiale, des SOC qui vont couvrir les différentes plaques. Et j'ai mis quelques citations sur le marché. Être visionnaire dans le Gartner pour la première apparition Magic Quadrant, des très bons résultats sur la dernière évaluation MITRE ATT&CK, et être dans les Customer's Choice de Gartner Peer Insight. Donc pour parler rapidement d'XDR, ce qui va pas mal nous différencier dans le concept, c'est d'avoir un back-end extrêmement robuste qui est capable d'ingérer énormément de données, et ce qui va nous permettre d'avoir un scaling presque sans limite en termes d'ingestion. La deuxième partie, vous allez le voir après, plus dans la dernière partie de la démo, le côté réponse, on est centré sur les opérations. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on ne va pas vous noyer sous les alertes, on va contextualiser et corréler au maximum et vous donner une visibilité extrêmement simple pour être le plus efficace possible et aller directement au but. Le dernier point, ça va être la réponse prédictive. On a certains algorithmes en fait, qui vont être capables d'anticiper l'étape d'après. C'est-à-dire que je vais détecter un mail de phishing, la pièce jointe a été exécutée, et on va prédire que l'étape d'après, c'est soit une communication avec un command and control, soit un mouvement latéral, ou ce genre de choses. Donc c'est ce qui va nous différencier un petit peu dans le monde de l'XDR. Très rapidement, on va aborder les tendances. Donc, qu'est-ce qui se passe côté attaquant en 2022 ? Je vais vous prendre un petit exemple d'une organisation pas très connue qui s'appelle Revil, qui a fait beaucoup de dégâts pour le coup. En fait, le mode opératoire de Revil, en interne, c'est une société. Donc il y a un commandement qui est plutôt mafieux. Je ne préciserai pas la provenance. Il y a un service administratif, donc un peu comme une entreprise, avec des ressources humaines, avec du recrutement, du marketing pour bien se positionner. Un service de négociation, parce que quand on a fait une extorsion d'argent, il faut bien des gens pour gérer le prix de la rançon en Bitcoin. Après, une fois que la rançon a été payée, comment je vais blanchir l'argent sur les différents marchés de crypto-monnaies. Un système de support, parce que c'est important, si la personne n'arrive pas à payer, il faut quand même l'aider à ce qu'il aille jusqu'au bout et qu'il aille payer sa rançon. Et de l'autre côté, la partie gestion de l'attaque, ça va être vraiment la gestion de projet, comment on va utiliser les derniers 0-day, comment on va se positionner, quels vont être les mécanismes pour récupérer de l'argent globalement, et comment on va mettre ça le plus rapidement possible sur entre guillemets, le marché. Et ils ont aussi la gestion de simulation d'attaque. Dans l'idée, c'est de se dire, en face de moi, le client que je souhaite attaquer, il a tel type de solution. Je vais être capable de poker, en gros, mes exploits sur ce qu'on est capable de faire. Quelques chiffres sur le marché des ransomware, donc il y a une évolution depuis 2013. On voit que le nombre de victimes, il était beaucoup plus haut en 2016-2017. Il a redescendu et remonte. Plusieurs raisons à ça. Sur 2017-2018, globalement, il y a eu un regain de comment dire ça. Il y a eu un attrait sur le crypto mining. Donc pendant un moment, en fait, on arrêtait le ransomware pour mettre des crypto miners, pour miner de la monnaie
et faire du profit avec de la crypto-monnaie. Et on voit que fin 2018, ça s'est un petit peu calmé, c'est reparti sur du ransomware. Par contre, ce qu'on voit, c'est que depuis 2018, le montant en fait des, des requêtes, on va dire, des attaquants et des paiements est globalement énormissime, a explosé et ça continue fortement. Donc, comment évoluent les attaquants et qu'est-ce qu'on voit globalement? Première chose, ils ont une grande capacité à vaincre les mécanismes de prévention. Ils utilisent du zero day, ils sont assez réactifs sur ces utilisations-là. Ils vont avoir une bonne capacité d'obfuscation, donc être capables d'aller se cacher, se masquer. Ils vont utiliser ce qu'on appelle des kill switch, donc avoir des mécanismes en fait qui vont permettre de se couper, de s'éteindre s'ils se font détecter ou ce genre de choses. Deuxième tendance, ils vont avoir une capacité d'évader les détections de manière intéressante, de différentes manières. Une tendance qui est de plus en plus forte, c'est l'utilisation de comptes valides. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des marchés sur le dark web sur lesquels on va pouvoir acheter des comptes pour une entreprise spécifique. Et tout ça, ça se monnaie. Et eux, plutôt que d'aller chercher une infiltration initiale hautement complexe techniquement, ils vont aller utiliser un compte existant et essayer de se connecter. On voit aussi dans les mécanismes et dans ce qui est utilisé, l'utilisation de serveurs RDP qui sont connectés sur Internet. J'ai des credentials valides, je vais essayer de me connecter sur le serveur RDP pour avoir un premier accès. Le dernier point, c'est plutôt sur la partie paiement finalement. Le côté double extorsion, il y a même ce qu'on appelle la triple extorsion aujourd'hui. La double extorsion, c'est globalement, j'ai mis un ransomware, donc j'ai des postes qui ont été loqués, on doit payer pour les déloquer. Ça, c'est de l'extorsion simple. Double extorsion, c'est que avant de loquer les postes, j'ai exfiltré de la donnée, je l'ai mis bien sur le dark web tranquillement, et une fois que les postes ont été déloqués, on va leur demander quand même de repayer une deuxième fois pour récupérer les données pour qu'elles ne fuitent pas. Triple extorsion, l'étape d'après, j'ai potentiellement la capacité de prévenir les partenaires ou les sociétés avec lesquelles on travaille et menacer de faire fuiter les informations. Donc il y a vraiment différentes étapes qui vont amener les attaquants à aller chercher de l'argent. Le dernier point, ce qu'on constate aussi assez massivement, c'est que les mécanismes en fait utilisés par les attaquants, l'idée c'est d'attaquer le plus de cibles possible dans un laps de temps le plus court possible. Ils utilisent alors je crois que c'était Lockbit qui se vantait de ça, d'avoir le mécanisme de chiffrement le plus rapide, et ils se comparaient, en fait, ils avaient fait des benchmarks par rapport à d'autres concurrents à eux pour voir qui était le plus rapide à chiffrer. Donc ils avaient mis leurs statistiques. Donc l'idée c'est vraiment pour eux d'aller le plus vite possible. Pourquoi ? Plus ils vont vite, plus ils sont à la cible d'avoir loqué des machines, plus vite la rançon est demandée, plus vite potentiellement la rançon est payée. Et derrière, après, les autres étapes que j'ai pu évoquer. Donc là, on va aller un petit peu plus dans le mode opératoire côté attaquant, juste avant de rentrer dans la partie démo. Mais en fait, ce qu'on appelle l'attaque chain. Pourquoi on parle de ransom ops ? Pourquoi je n'ai pas appelé la session ransomware versus XDR ? Parce qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'opérations comme des opérations militaires finalement à plusieurs étapes, à plusieurs niveaux d'imbrication. Donc, quelque chose assez classique et assez simple. En gros, la source par laquelle va arriver l'opération, c'est généralement un mail dans lequel j'ai une pièce jointe, j'ai un URL, j'ai différents moyens d'amener la première contamination. Je vais avoir une première cible qui va être finalement mon point d'entrée. Et ce point d'entrée-là, on va récupérer du mieux qu'on peut des informations environnantes. L'idée, c'est vraiment de récupérer le plus d'informations. Et aujourd'hui, dans les gangs ransomware, en fait, avant de déclencher l'attaque et avant de déclencher le chiffrement, en fait, ils vont avoir fait du renseignement au sens militaire du terme en interne pour savoir combien il y a de comptes dans l'AD, combien fait de chiffres cette société, donc jusqu'où elle va être capable de payer. Donc c'est vraiment un travail important côté attaquant, en fait, ce travail un petit peu de recherche. Et ce premier déplacement latéral, en fait, il va toucher un peu tous les assets de la société. Ils vont essayer de se déplacer sur de l'infra on-premise, sur de l'infra cloud, sur de la donnée applicative. Si on n'a pas suffisamment d'accès à ce niveau-là,
bah, on essaie de se déplacer latéralement et de gagner en privilège pour aller toucher à des développeurs, parce que ce qui m'intéresse, c'est peut-être le code source, pour aller à l'IT, parce que j'ai des accès à privilèges qui vont m'amener un peu plus loin, aller dans le DC, parce que la donnée stockée m'intéresse, ou des devices qui sont sur le réseau mais pas managés, ce qui va me permettre peut-être de passer par des portes dérobées. Et dans tous les cas, on va voir que bah, ce mouvement latéral va avoir un sens important. Et derrière, bah, la dernière étape, c'est une fois que j'ai récupéré toutes les informations, que je sais combien on va être capable de me payer, bah, je vais lancer mon opération de chiffrement et d'essayer de chiffrer le plus de machines possible dans un moins de temps possible pour avoir, pour avoir de l'argent finalement à la fin. Si on regarde en bas de ce slide, on va voir qu'il y a un écosystème un petit peu particulier qui va se mettre en place. C'est-à-dire que sur la première phase, on va avoir une source qui va être le mail. Ensuite, on va avoir des solutions endpoint qui vont être utilisées, donc sur la protection du poste interne. On va avoir aussi des types de sources, des données d'identité. Parce que si j'utilise l'identité d'un utilisateur qui va être réutilisé pour se balader un petit peu dans le réseau, j'ai besoin de le traquer. La même manière, sur les autres machines, on a de la donnée endpoint. Encore une fois, il y a aussi la donnée d'identité qui va avoir du sens. Et enfin, on va avoir une donnée de type accès aux applications, accès aux infraclouds. Donc si on regarde là, on a un écosystème en fait qui se présente. Et si je prends le prisme de l'EDR, je suis très limité. Je vais être limité uniquement à la partie interne à l'endpoint et la partie dev, IT, etc. Donc c'est là en fait où l'intérêt du XDR arrive. C'est comment je vais être capable de fédérer cet écosystème de produits que j'ai déjà dans mon réseau pour aller jusqu'à cette détection et avoir en fait le sens de l'histoire le plus tôt possible et aller le plus loin possible après sur la partie remédiation. Donc j'ai essayé de faire vite, je suis à peu près dans les temps. Donc on va passer sur la partie attaque et ensuite sur la partie purement XDR. Alors c'est assez petit, donc je vais un peu tout expliquer. Mais sur le scénario d'attaque, c'est un petit peu ce que j'ai évoqué un petit peu avant. Donc dans mon scénario d'attaque, j'ai plusieurs utilisateurs qu'on voit un petit peu au milieu à droite. J'ai différents assets qui sont utilisés. Je vais avoir différencié des gens qui travaillent au bureau, des gens qui travaillent de la maison. On a l'écosystème technologique qui est sur la partie droite. Et ce qu'on va faire en termes d'attaquants, première phase de reconnaissance. Donc je vais cibler en fait les profils que je vais attaquer. L'idée, c'est vraiment d'aller faire de l'OSINT, aller récupérer de l'information en source publique, essayer de trouver qui est le bon interlocuteur qui va m'amener des bons droits, quels sont les noms des développeurs qui travaillent dans la société pour aller récupérer peut-être leurs informations de code source. Deuxième étape, je vais mettre en place de l'outillage. Donc là, dans l'exemple que je vais vous montrer, en fait, on va créer un exécutable personnalisé qui utilise une vulnérabilité qu'on appelle right to left. En fait, on va utiliser un caractère Unicode qui va masquer une des extensions. Donc en fait, l'utilisateur va croire qu'il lance un Excel, mais il va lancer un exécutable. Bien entendu, pour être un petit peu plus caché, un petit peu plus masqué, ce qu'on va faire, c'est au lieu de l'envoyer en pièce jointe directement, on va le mettre sur un partage. Donc là, dans l'exemple, ça va être G-Drive. On va mettre la pièce jointe dans un partage sur lequel on va donner les droits à différentes personnes. On va leur envoyer le mail. Ils vont cliquer. Et derrière, on va pouvoir dérouler la suite. Donc, sur la phase de livraison, donc on a fait le spear phishing avec les bons profils. Eux vont nous donner, bien entendu, l'accès à ça. Le premier employé s'appelle Robert. Il va ouvrir l'exécutable. Ça va donner l'accès initial à l'attaquant. Et à partir de là, je ne vais pas dire que c'est gagné, mais on a fait le plus dur du travail. On a un accès initial. Et ensuite, côté attaquant, on va déployer différents payloads malicieux pour établir de la persistance, pour se déplacer latéralement, pour aller ensuite attaquer l'Active Directory pour récupérer de l'information, pour pivoter vers la machine de la chef d'entreprise et ensuite aller lancer la notion d'extorsion, enfin d'exfiltration et de chiffrement. J'ai essayé de faire vite. Pour ne pas être trop embêté, j'ai fait une vidéo, donc ça devrait le faire. Je vais juste la passer un peu moins vite. Donc là, dans l'accès initial, en fait, on a fait un vol de credential et on se connecte directement sur la machine d'un des utilisateurs. Ensuite, on va aller, première étape, aller sur Google Drive et mettre notre payload malicieux. Donc notre fameux fichier exécutable, mais qui va se faire passer pour un Excel. Et ensuite, on va faire un joli mail à différentes personnes qu'on a pu cibler. Alors Tyler Corp, pour ceux qui ont la référence, un film sympa qui s'appelle Blade Runner.
Donc derrière, on écrit un petit mail, attention, c'est le document sur lequel on a les primes de fin d'année pour 2022. Donc ça va créer de l'intérêt en interne. Et puis on va l'envoyer à des personnes qui sont susceptibles de l'envoyer. On met le lien en fait vers la pièce jointe. On partage pour qu'ils puissent bien entendu télécharger et exécuter. Ensuite, on va être sur une vue sur la machine d'un utilisateur, donc, du fameux Robert. Le fameux Robert va se connecter sur son environnement. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Hop. Il va se connecter sur ses mails et il va voir qu'il y a Pat Garcia qui lui a écrit, qui va lui donner en fait le bonus. Et donc, comme c'est un utilisateur, il veut le voir absolument, il clique. Même si on lui dit de ne pas le faire, il va cliquer quand même. Et il va lancer son fichier Excel. On voit un truc un peu bizarre. Et c'est exécuté. Maintenant, on va passer côté attaquant. Donc, côté attaquant, pour l'instant, je n'ai pas encore de session qui va apparaître. Mais il suffit de le demander pour qu'elle arrive. Donc là, j'ai ma première session qui va arriver. Donc, je suis connecté en fait sur la machine de l'utilisateur Robert qu'on vient de cibler. Je vais lancer quelques scripts pour automatiser un petit peu et je vais vous les expliquer au passage. Hop. Donc, première étape, je regarde quel est l'utilisateur courant sur la machine. Je vais ensuite lancer la liste des browser process. Donc, quels sont les navigateurs ouverts? Parce que dans l'idée, ce qu'on va faire pour se cacher au maximum, ça va être d'aller se cacher derrière un navigateur qui a le droit de faire des communications réseau. Ça passe un peu plus discrètement que si j'utilisais des process de l'OS. Ensuite, je vais migrer donc mon process malicieux vers les browsers. Derrière, je vais... ça va vite. Après avoir migré le process d'OS, je vais regarder quelle est la version d'OS pour aller gagner en privilège sur la machine. L'idée, c'est ensuite d'aller monter mes privilèges. Donc, c'est cette étape-là. On va créer aussi un utilisateur local sur la machine, histoire d'être persistant. Je crois qu'en fait, c'est reparti. Hop. Je vais mettre en 0,5. Je vais créer un utilisateur sur la machine pour avoir de la persistance. Je vais dumper les hashes de mots de passe pour faire une technique qu'on appelle passe-hash derrière. Et la dernière étape ici, je vais router tout le trafic à travers la première machine, la première victime. Pourquoi? Ça va me permettre de me cacher et de me dire, en fait, toutes les attaques qui vont suivre derrière sur le réseau vont pas être vues comme un command and control vers l'extérieur, mais comme une machine interne qui est en train d'attaquer. Ce qui me permet d'avoir des traces un petit peu plus masquées. Les étapes suivantes, je vais aller assez vite là-dessus. On va aller, en fait, première étape, utiliser un utilitaire qui s'appelle ADFind, qui va me permettre de browser en LDAP tout l'AD, donc récupérer un petit peu quels sont les assets, quelles sont les machines. Derrière, je suis un peu plus violent, je vais aller vraiment dumper l'AD. Donc, je vais aller récupérer ce qu'on appelle la base de données en fait, de l'AD, le ntds.dit, et je vais récupérer aussi le Hive pour déchiffrer ce fichier. Donc, je vais télécharger tout ça. Ensuite, hop, on va enchaîner. Et ensuite, on va aller sur une autre victime qui va être infectée. Et on va avoir différentes manières de voir tout ça. Enfin, ça va remonter à chaque fois. On va avoir les réexécutions de payload. Ensuite, je vais aller me connecter sur donc, une deuxième session, ma session à privilège. Et là, en fait, je vais créer une tâche planifiée pour me déplacer latéralement. Donc, pareil, pour se camoufler un petit peu, on va utiliser le planificateur de tâches. Dans quelques secondes, en fait, on va avoir la tâche qui va s'exécuter, qui va lancer une commande et qui va nous donner la main sur la machine qu'on cible, donc la machine de la CEO de la société. Ça vient d'arriver. Et derrière, on va être capable de lancer... on ne le fait pas dans l'exemple, mais ici, ça serait l'étape clé où on va aller exfiltrer de l'information. Et derrière, on va aller chiffrer les postes qui sont... le plus de postes possible. Donc là, c'est pareil, on fait un sysinfo pour voir sur quelle machine on est et on va lancer le ransomware donc qui va être exécuté. Et après, je vais passer un petit peu, mais en fait, on va infiltrer le réseau, on va avoir d'autres personnes qui vont lancer l'exécutable, etc. Donc ça, c'était pour la partie attaquant. Donc, on a vu que dans le mode opératoire, ce qui va être utilisé, ce qui va être le plus compliqué à faire, globalement, ça va être le premier accès. Ça va être le fait que la personne clique sur le mail pour rentrer. Ce qui va en découler, techniquement, c'est... je ne vais pas dire que c'est simple, mais c'est des choses qui sont assez faciles à mettre en place. Par contre, ce qui est assez troublant, entre guillemets, c'est que la manière de le faire, ça va être d'utiliser des binaires de l'OS. Donc, si je prends un Windows, en fait, je vais utiliser différents binaires qui vont m'amener à finalement
avoir un détournement de l'OS alors que c'est pas l'approche principale. Donc je vais passer dans la console Cybereason pour vous montrer un petit peu tout ça, en espérant que les dieux du Wi-Fi soient assez compréhensifs avec moi. Donc dans l'exemple ici, on va voir le fameux fichier qui a été envoyé. Donc chez nous, ce type d'alerte va s'appeler un MALOP pour opération malicieuse, malicious operation. Dans l'idée, c'est de donner de manière simple, graphique et finalement avoir le maximum de contexte dans une seule page et pas avoir besoin de pivoter entre différents outils, entre différentes pages du même outil. Et l'idée, ça va être vraiment de vous donner le maximum d'informations. Ici, particulièrement, on va utiliser aussi de l'enrichissement avec la partie XDR. Donc, si je regarde ici, dans mon scope d'infection, je vais avoir 4 machines et 4 utilisateurs qui vont avoir cliqué et lancé l'exécutable. Si je me positionne ici, je vais avoir également les autres machines sur lesquelles ces utilisateurs se sont déjà connectés. Et je vais avoir aussi de l'activité suspicieuse côté Okta ici qui fait partie de l'écosystème pour voir que finalement un utilisateur a tenté de mettre à jour son mot de passe. On peut avoir des tentatives de bypass de MFA, ce genre de choses. Ça va amener du contexte. Donc déjà, sans avoir trop à chercher, j'ai mon scope d'infection et j'ai des premières pistes de réflexion sur l'écosystème. Deuxième chose, par rapport à la root cause, par rapport au mail qui a été envoyé en pièce jointe, qui est passé donc par une solution de mail, on va récupérer des informations. Qui a reçu ce fichier? Qui a été à l'origine de ce mail et qui a eu de l'activité? Quels ont été les types d'activités sur la partie workspace, donc sur la partie G-Drive, sur les fichiers. Donc, on va voir ici que très rapidement, donc j'ai ce fichier Excel. J'ai aussi une timeline ici avec l'exécution du process sur une première machine et derrière les différentes autres machines qui ont eu le même comportement. Je peux aussi pivoter dans la même page sur une vue process pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Là, c'est finalement assez simple. Comme c'est un exécutable qu'on lance, c'est explorer.exe qui lance le payload malicieux qui va s'utiliser lui-même en module chargé. Mais on va avoir vraiment toute l'information qui va être à disposition. Si je prends d'autres exemples, alors pour le coup qui ne sont pas forcément liés à XDR, je reviendrai après sur cette partie XDR, mais si je prends par exemple ici un MSBuild, donc MSBuild c'est un process qui est présent sur les OS Windows qui sert finalement à compiler du .NET. En fait, ce logiciel-là peut être utilisé de manière un petit peu malicieuse. On voit ici que MSBuild a téléchargé un fichier XML, pourquoi pas. Mais je vais être capable d'avoir une vue sur laquelle je vais prendre entre guillemets un peu de recul et je vais regarder quelles ont été les actions qui ont eu lieu en amont et en aval pour comprendre en fait de quelle opération il fait partie. Et si on regarde ici, j'ai différentes choses qui vont s'enchaîner, mais je vais prendre on va dire les plus rapides à expliquer ici. Donc j'ai un Rec Server 32 qui va être utilisé, donc rien à voir avec une opération malicieuse en tant que telle, c'est un process d'OLS encore une fois, qui va être utilisé, qui va avoir des communications réseau. Et ici, en fait, on va voir que sur ce Rec Server 32, il va se connecter sur un serveur HTTP pour récupérer un payload. Un peu étrange qu'un process d'OLS fasse ça. C'est ce qu'on appelle les LOLBIN ou les LOLBAS. Donc c'est Living Out of the Land Binaries. Donc c'est les process qui sont dans l'OS. Le Rec Server 32, lui, va lancer un MSBuild. Donc ce MSBuild, en fait, il va y avoir 2 étapes. MSBuild va être utilisé parce que lui va exécuter en fait le module malicieux. On a aussi un autre outil de l'OS qui va être utilisé qui s'appelle BitsAdmin, qui va juste être utilisé pour télécharger un autre payload malicieux. Donc lui, il est connecté sur une machine en interne, 192 168, il récupère un MSBuild XML qui copie en update.xml et en fait qui va être ingéré par MSBuild. Et derrière, ce MSBuild va lancer du PowerShell et va avoir une exécution de ransomware qui va être déployée. Donc ça, c'est les dernières phases de l'attaque, c'est quand on est sur le poste de la patronne. On va utiliser des mécanismes de l'OS pour aller jusqu'au chiffrement du disque. Et si je reviens un petit peu sur l'XDR et la valeur que ça va apporter, on va avoir en fait des pistes pour aller étayer en fait l'investigation. Si les dieux du Wi-Fi veulent bien me prêter un petit peu d'aide. En gros, dans l'idée, je vais essayer de revenir sur un autre. Sait-on jamais. Ça va, ils sont un peu avec moi. Hop. Donc ici, en fait, depuis notre vue avec l'enrichissement XDR, je vais pouvoir aller en fait enquêter
sur des choses spécifiques. Et donc ici, on a sélectionné en fait différentes investigations possibles. Donc quelles autres machines ont été connectées, sur les utilisateurs ont-ils été connectés, l'activité suspicieuse, les personnes qui ont reçu le mail, les personnes qui ont envoyé le mail et l'activité qui a été associée à ce fichier. Je vais prendre le dernier, qui va être peut-être le plus intéressant. En gros, le mail a été envoyé. Comme la pièce jointe est hébergée sur Google Workspace et que j'ai une intégration qui est faite pour me donner cette visibilité, je vais voir ici que finalement, j'ai des gens qui ont vu la pièce jointe et je vais avoir la liste des utilisateurs ici. Et je vais avoir des gens qui vont avoir téléchargé la pièce jointe. Donc de la même manière, je vais avoir les noms qui vont être affichés ici. Donc je vais avoir confirmation en fait que l'exécution a eu lieu, même si j'ai la vue EDR. Mais j'ai vraiment en fait tout l'écosystème qui va être fédéré. Je vais avoir des informations côté email depuis mon Google Workspace, des informations côté Drive, des informations côté EDR. Et j'ai également des informations côté identité qui vont être remontées. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, j'avais une suspicion de changement de mot de passe sur Okta. Je peux également aller enquêter là-dessus, parce que la donnée a été centralisée finalement sur la console XDR. Et je vais être capable de voir en fait quelle identité a été attaquée, plutôt que tel utilisateur ou telle machine, quelle identité a été attaquée, par qui, par quelle adresse IP source, et avoir les différentes informations. Je regarde par rapport à mon timing, je vais enchaîner, comme ça on aura un peu de temps sur quelques questions-réponses. Juste pour synthétiser en fait l'approche XDR côté Cybereason, l'idée c'est d'éliminer les angles morts. C'est-à-dire que quand on est sur une vue entièrement EDR, il y a certains angles morts. On n'a pas une vue sur la partie mail, on n'a pas une vue sur la partie identité. Donc c'est comment on va être capable de fédérer tout ça, d'avoir des détections qui sont dans le produit, qui sont simples et qui sont mappées à un framework qui s'appelle MITRE-ATT&CK. L'idée de ce framework, en fait, c'est vraiment de référencer et de qualifier les attaques selon une matrice. Et c'est un peu le langage commun en fait, sur les différents outils de détection. L'idée également, c'est d'avoir cette notion d'investigation et de threat hunting unifiée. C'est-à-dire que je vais être capable d'aller rechercher dans mes informations EDR, mais aussi de tout mon écosystème, des informations que j'ai reçues de mon environnement mail, de ma partie identité, de mes solutions réseau, de mes solutions cloud. C'est vraiment ça dans un point unique, des capacités de recherche vraiment simplifiées. L'idée, c'est de gagner du temps aussi avec le concept de Mallop. Donc, le concept de centraliser, de corréler, de contextualiser au maximum. Je vais gagner en efficacité, parce que je ne vais pas avoir à me déplacer entre différents outils. Je vais avoir le renseignement qui va arriver côté XDR pour surqualifier l'alerte. Et l'idée, c'est d'avoir la route cause, les utilisateurs, les machines, et avoir des actions de réponse qui sont directement prévues dans l'outil que je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Et une partie de réponse donc automatisée, avoir finalement un playbook qui se construit par rapport au type d'attaque. Et le playbook, en fait, qui va aller permettre la réponse en fait, sur tout l'écosystème et pas seulement la partie EDR. Aller sur mon Gmail et aller effacer les mails, aller sur Google Drive, enlever les permissions, effacer le fichier et que sais-je. Et donc avoir ces capacités-là automatisées dans le produit. Et j'en ai terminé. On a pas très longtemps, mais on a quelques minutes pour des questions-réponses. Sinon, pour une plus longue explication, on est sur le stand B30, qui est par là-bas. Vous avez une grande chouette avec un regard en LED que vous pourrez repérer d'assez loin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut prendre une ou deux questions, éventuellement. N'hésitez pas à lever la main pour que je vous tende le micro. Y a-t-il des personnes qui souhaiteraient en savoir plus? Non? Bah écoutez, c'est que c'était parfaitement clair. Donc Merci stand beaucoup. B30, si vous avez des questions à poser en tête à tête. Et merci pour votre intervention.